Après avoir passé quelques mois à s'occuper du gouvernement de ses États et à tenir sa cour avec la magnificence accoutumée, le duc s'en vint à Arras recevoir l'archiduc Sigismond d'Autriche et traiter avec lui d'une affaire dont les suites devaient être grandes et dont lui-même était loin de connaître toute l'importance. La maison d'Autriche et la Ligue des communes suisses avaient continué à se faire une guerre presque continuelle, et les Suisses, devenant de plus en plus puissants, avaient toujours eu l'avantage. En même temps, la haine que leur portaient les nobles des pays environnants était devenue de plus en plus furieuse. C'étaient eux qui précipitaient sans cesse la maison d'Autriche dans de cruelles guerres. Sans eux, le duc Sigismond aurait été un prince doux et paisible. Son cousin, l'empereur Frédéric, qui depuis près de 30 années était de plus en plus l'objet du mépris de toute l'Allemagne, ne pouvait porter ni aux princes de sa maison, ni aux sujets de leur domaine aucun secours contre les Suisses. Encore dernièrement, le duc Sigismond s'était vu contraint à prendre les armes pour embrasser une nouvelle querelle que la noblesse d'Alsace et de Souabe venait de se faire avec les Suisses. C'était toujours avec une extrême présomption et un grand mépris pour ces vilains que les gentilshommes entreprenaient la guerre contre les ligues suisses. Cependant encore cette fois les gens des ligues eurent le dessus. Ils envoyèrent au secours de leurs alliés, et leurs troupes, se répandant en Alsace, y firent de terribles ravages, saccageant tout, jusqu'aux portes de Strasbourg. Car les Suisses étaient rudes dans leur façon de faire la guerre, ils aimaient le pillage, les haines étaient d'ailleurs d'autant plus âcres qu'elles étaient plus anciennes. Le duc Sigismond, hors d'état de se défendre, leur demanda la paix et promit de payer 10 000 florins pour les frais de la guerre, engageant ses domaines en garantie de la dette. Il n'avait nul moyen de payer, ses finances étaient en mauvais ordre, les guerres l'avaient ruiné. Il fallait donc emprunter et engager ses seigneuries en tout ou en partie. Mais on n'espérait guère trouver un prince ou un seigneur qui voulût prêter de l'argent, en prenant pour gage une contrée qui lui deviendrait une occasion perpétuelle de guerre avec les ligues suisses. Enfin, un des gentilshommes s'avisa que le meilleur moyen de dompter les Suisses et de préserver le pays, c'était de l'engager au duc de Bourgogne. « C'est un puissant prince, disait-on, et plus que nul autre en état de nous défendre. Son père lui a laissé de grands trésors. Il est, dit-on, plein d'ambition et d'envie d'agrandir ses États. Il lui sera facile de payer une somme considérable. On acquittera aux Suisses le prix de la paix et il restera encore à l'archiduc Sigismond beaucoup d'argent pour tenir une cour brillante. Plus tard, si les temps deviennent meilleurs, et quand les Suisses auront été abattus par la puissance de Bourgogne, la maison d'Autriche rachètera ses domaines. Le duc Charles est si loyal, a toujours si bien tenu sa foi qu'il rendra le gage dès qu'on le remboursera. D'ailleurs, il a une fille unique, et si l'archiduc Maximilien, fils de l'empereur, venait à l'épouser, la maison d'Autriche recouvrerait par ce magnifique mariage ce qu'elle a perdu, et bien plus encore. En attendant, l'Alsace et les bords du Rhin vivront en paix. Si les Suisses s'avisent de toucher un seul de ces paysans, le duc est si hautain qu'il voudra conquérir tout leur pays plutôt que de laisser le moindre affront sans vengeance. Le duc Sigismond n'était pas en mesure de proposer un autre avis. Toutefois, comme ses alliances avaient toujours été avec la France, comme il avait été fiancé avec une des sœurs du roi dont la mort seule l'avait empêché de devenir le mari, il crut ne pas devoir conclure une telle affaire sans l'avoir proposée au roi. Il se rendit auprès de ce prince qui lui fit un accueil tout fraternel. Il lui convenait très bien de tourner d'un autre côté l'attention du duc de Bourgogne et de le laisser s'engager dans les affaires d'Allemagne. D'ailleurs, il aimait mieux être l'ami que l'ennemi des Suisses. Le duc Sigismond fut reçu avec grande solennité à Arras, passa longtemps à cette magnifique cour de Bourgogne et parcourut avec le duc une partie de ces riches pays de Flandre qui ressemblaient si peu aux contrées encore un peu sauvages de la Souabe et du Tyrol. De grands conseils furent tenus pour délibérer sur l'offre qu'il venait faire. Elle ne pouvait manquer de plaire au duc de Bourgogne. Il se trouvait si riche en argent et en hommes. Tout jusqu'ici lui avait si bien succédé qu'il n'y avait sorte de grandeur auquel il ne se crut appelé. Son imagination se portait à une foule de projets plus vastes les uns que les autres. La moitié de l'Europe ne l'aurait pas contenté. Les difficultés n'arrêtaient jamais son désir ni son espérance. Son courage, sa force d'âme et de corps l'empêchaient de concevoir aucune crainte. Il aurait formé 10 entreprises différentes avant d'en avoir terminé une, et les obstacles qu'il eût trouvés à la première l'auraient au contraire disposé à commencer les autres. La vie de l'homme n'était pas assez longue pour tout ce qu'il rêvait. Par malheur, il avait plus de force dans la volonté que d'habileté dans la conduite, et plus d'emportement que de prudence.
Les conseillers que le duc Sigismond avait amenés le rendirent encore plus favorable à leur proposition par toute leur flatterie. C'était lui qui allait enfin venger la noblesse des affronts que lui faisaient endurer depuis trop longtemps ces gardeurs de vaches. À son seul nom, l'ours de Berne allait ramper en toute humilité, et la gloire de Bourgogne allait retentir comme le tonnerre parmi les Alpes. Entre les conseillers du duc Charles, il y en avait un qui le pressait encore plus de terminer ce marché. C'était Pierre de Hagenbach, son maître d'hôtel, gentilhomme d'Alsace, qui avait depuis longtemps servi avec zèle son père et lui par ses conseils et sa vaillance. Il vantait sans cesse la fertilité des bords du Rhin et les grands revenus que le duc en pourrait retirer. Strasbourg, Bâle, Colmar ne sont pas, il est vrai, disait-il, compris dans l'engagement, mais vous saurez bien trouver l'occasion de les soumettre, et je vous en dirai les moyens. Le duc écoutait avec complaisance tous ces discours, et sa pensée ne s'arrêtait pas là. Il voyait surtout dans cette acquisition un moyen de se rendre grand en Allemagne et dans l'Empire, et songeait déjà à y gagner assez de puissance pour devenir empereur à la mort du duc Frédéric d'Autriche. Enfin, le traité fut conclu le 9 mai 1469 à Saint-Omer, et Pierre de Hagenbach partit à la tête de 1500 chevaux et de 4000 gens de pied pour prendre possession du Landgraviat d'Alsace, du comté de Ferret, du Brisgau, du Sundgau, et des 4 villes forestières, Waldshut, Straubingen, Laufenburg et Rheinfelden. Pendant que le duc de Bourgogne se tenait ainsi éloigné de la France et portait sa pensée vers la dignité impériale et la domination de l'Allemagne, le roi, avec sa subtilité accoutumée, travaillait à devenir enfin le maître dans son royaume, où lui-même avait mis tant de troubles. Sa prison de Péronne n'avait, par bonheur, excité aucun désordre. Le duc de Bourgogne s'était fait parmi le peuple et les serviteurs fidèles du roi la renommée d'un ennemi de la France. Personne ne lui souhaitait d'heureux succès, et le manque de foi qu'il fit éclater si visiblement en retenant le roi avait encore excité les esprits contre lui. En signant le traité de Péronne, il s'était hâté d'écrire au Parlement de Paris, à la bourgeoisie, à toutes les autres bonnes villes, pour leur annoncer qu'il venait de jurer la paix avec son beau-frère de Bourgogne, et pour prescrire qu'on fit de grandes réjouissances à ce sujet. Le roi venait d'établir un ordre en l'honneur de Saint-Michel. Il avait voulu, comme le roi d'Angleterre et le duc de Bourgogne, attacher plus particulièrement à sa personne et à son autorité par des serments de religion et d'honneur les grands seigneurs de son royaume, ses principaux serviteurs et même les princes, ses alliés. C'était alors un fort lien que de porter l'ordre d'un prince, et le roi n'oublia rien dans les formules du serment, de ce qui pouvait engager le plus fortement les chevaliers de Saint-Michel à le servir loyalement. Tout avait bien réussi au roi, et maintenant il avait le royaume presque en aussi bonne situation que lorsqu'il avait hérité de son père. Les ligues suisses avaient de tout temps vécu en bonne intelligence et paisible voisinage avec la Bourgogne. Le duc Philippe avait refusé autrefois de prêter son secours contre elle à la maison d'Autriche et à la noblesse d'Allemagne, tandis que le dauphin, qui depuis était devenu le roi Louis XI, avait amené contre eux les Armagnacs. Maintenant, les menaces et les outrages du sire de Hagenbach, gouverneur du comté de Ferret et du Brisgau, répandaient de grandes alarmes parmi les villes suisses. On commençait aussi à parler des desseins ambitieux du duc de Bourgogne, de son ardeur pour s'agrandir et faire des conquêtes. En outre, le roi de France savait se faire partout des partisans et répandre à propos ses libéralités sur les hommes qui avaient crédit ou pouvoir dans chaque pays. Louis de Sainte-Ville et Jean Brissonnet, ambassadeurs du roi et chargés de ses pleins pouvoirs, conclurent avec les envoyés de Berne, représentant aussi Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug et Glaris, un traité d'alliance entre les ligues suisses et le roi. Il portait, au cas où monseigneur le roi voudrait faire la guerre au duc de Bourgogne ou le duc de Bourgogne au roi, nous et nos chers confédérés, nous ne devrons ni par nous ni par les nôtres porter, prêter ni accorder secours, faveur ou conseil au dit duc de Bourgogne. Pareillement, si monseigneur de Bourgogne voulait faire la guerre contre nos confédérés les seigneurs de la Ligue, ou nous à lui, le roi ne devrait prêter, porter ni accorder secours, faveur ou conseil au duc de Bourgogne. Le roi suivait avec tant de patience ses projets contre le duc de Bourgogne et travaillait à l'entourer peu à peu d'embarras.
Le roi pour le bien du négoce sans lequel aucun royaume ni province ne pouvait, disait-il, s'entretenir et pourvoir à ses nécessités, et qui est une des principales choses de l'État, devait donc obvier à de si grands inconvénients. Il fut fait défense absolue à tout marchand sous peine de confiscation de corps et de biens d'aller ou d'envoyer dorénavant vendre, acheter, transiger ni marchander par voie d'échange, commutation ou autrement personnes interposées ou directement, aucun blé, vin, drap, épicerie ou toute autre denrée et marchandise dans les pays et seigneuries du duc de Bourgogne. La même défense fut faite aux marchands de Bourgogne de trafiquer en France. Il n'y eut d'exception que pour le transit des marchandises envoyées d'une province bourguignonne à une autre. Le duc, dès qu'il eut connaissance de ce qui venait d'être ordonné en France, publia de pareilles défenses dans ses États. Jusqu'ici, le roi n'avait encore rien allégué contre le traité de Péronne, protestant toujours qu'il le voulait tenir et observer. Il avait contraint le Parlement à l'enregistrer et à le publier. Maintenant qu'il se voyait en mesure de s'en dégager, voici le moyen dont il usa pour le déclarer de nulle valeur. Il allégua que son procureur général, les princes et seigneurs du sang royal, les gens d'église, les nobles, les marchands et autres personnes de divers états lui avaient remontré combien toutes les entreprises du duc de Bourgogne portaient de préjudice à la couronne, au royaume et au sujet, combien adviendrait d'inconvénients irréparables, subversion de toute justice et de toute paix et tranquillité, s'il n'était pas pourvu aux mauvaises et iniques voies par lesquelles il pourrait chasser les séditions, guerres, rébellions et désobéissances contre le roi et la chose publique. Il avait été exposé par les mêmes remontrances que le duc de Bourgogne n'avait fait tenue ni accompli plusieurs choses qu'il était tenu de faire par traité et qu'il avait solennellement promises et jurées, par quoi le roi et les princes étaient quittes et déliés des dits traités. Malgré les dites remontrances, nous avons longuement différé et patiemment toléré les dits outrages, disaient les lettres du roi. Toutefois, sur ceux que de plus en plus les plaintes continuaient et que ces détestables maux se multipliaient et s'accroissaient de jour en jour, nous avons, pour procéder en ces matières par grandes et mûres délibérations de conseil, fait assembler en notre ville de Tours quelques-uns des princes et seigneurs de notre sang, comtes, barons et autres nobles et gens notables de notre conseil. Devant cette assemblée composée de plus de 80 princes, seigneurs, maréchaux de France, serviteurs et officiers de la maison du roi, évêques, conseillers, maîtres des requêtes, gens des divers parlements du royaume, il fut fait longuement récit de chacun des griefs imputés au duc de Bourgogne. Les traités furent relus, débattus avec grand examen, ainsi que les circonstances où ils avaient été conclus. Le voyage de Péronne et la contrainte injurieuse exercée sur le roi dont jusqu'alors il n'avait jamais voulu qu'il fût parlé furent maintenant un grand texte de discours. Il fut question ensuite de l'hommage et du serment de fidélité que le duc s'était engagé le jour même de Péronne sur la vraie croix à prêter dès le lendemain, ce qu'ensuite il n'avait pas voulu accomplir. Le duc n'avait pas remis au roi le serment et le sceau des principaux seigneurs de ses États ainsi que le portait le traité, tandis que le roi l'avait fait enregistrer par son parlement. Mais ce ne fut pas tout. Dans une matière qui touchait tellement à l'honneur, et où il s'agissait de mettre à néant de si sincèrement, le roi voulut s'autoriser des plus respectables apparences. Chacun des notables fut invité à penser mûrement et en son particulier à cette affaire, puis à se rendre devant 2 notaires jurés et tabellions publics, pour y déclarer dans son plein et libre arbitre en honneur et en conscience, sans faveur quelconque, ce qui leur en semblait, et conseiller loyalement ce qu'il y avait à faire. Ce fut de cette façon que le roi se fit dégager de son serment prêté sur la vraie croix. En même temps, le roi, qui voulait procéder en forme de justice, fit ajourner le duc en personne devant le Parlement de Paris. Un jour qu'il était à Gand et qu'il se rendait à la messe, un huissier osa se présenter devant lui et lui remettre la citation. Il s'en tint, comme on peut croire, grandement offensé, et de premier mouvement, envoya l'huissier en prison. Au commencement de décembre 1470,
Le roi venait de faire publier partout la déclaration des notables et de faire saisir les seigneuries de Bourgogne les plus voisines des marches de France. Parmi les griefs qu'il assurait avoir contre le duc, il en avait fait connaître un qui aurait paru bien surprenant s'il n'eût par malheur été assez conforme aux machinations criminelles que tous les princes tramaient alors les uns contre les autres. Le dit duc de Bourgogne, disaient les lettres, a voulu frauduleusement et mauvaisement machiner moyen pour mettre le roi en faute, et a envoyé devers lui un homme supposé pour lui proposer et avoir son consentement au projet de tuer lui, duc de Bourgogne. Le duc de Bourgogne avait écrit au Parlement pour se plaindre de la saisie de ses seigneuries et pour réclamer l'exécution des traités enregistrés. Nonobstant de si fâcheuses apparences, la situation du duc était moins mauvaise qu'il ne croyait, et le roi n'était pas si fort au-dessus de ses affaires qu'il le pensait. Le duc de Bourgogne était à Arras, et jamais ses affaires n'avaient paru en si grande prospérité. Il avait assemblé une armée magnifique, elle était prête à envahir le royaume. Le roi Louis, effrayé de tant de redoutables apprêts, sollicitait depuis quelques mois la paix et offrait d'humbles conditions. Sans avoir tiré l'épée, le duc Charles pouvait recouvrer les villes de la Somme et tout ce qui lui avait été pris. Il n'avait pas voulu repousser de si grands avantages et avait enfin consenti à signer ce traité. Toutefois, joignant comme de coutume la dissimulation à la force, il espérait que la paix, si elle suspendait quelque peu ses grands projets, en rendrait bientôt après le succès plus facile. Le sire de Quingey, envoyé pour recevoir le serment du roi, devait ensuite se rendre auprès du duc de Bretagne, et conformément aux promesses faites en signant le traité, il avait à lui signifier que le duc de Bourgogne renonçait à son alliance. Mais cet ambassadeur avait près de lui un simple chevaucheur d'écurie, chargé de lettres secrètes qui ne devaient lui être remises qu'à Nantes seulement, tant le duc avait craint que le sire de Quingey ne se laissât gagner par le roi et ne trahît son secret. Ces lettres portaient que M. de Bretagne ne devait pas s'étonner de la paix, que des alliances n'en subsistaient pas moins, que le duc de Bourgogne avait voulu avant tout ravoir Amiens et les villes de la Somme, que maintenant il allait envoyer une nouvelle ambassade au roi pour le sommer d'accomplir envers tous les princes les traités de Conflans et de Péronne. Et enfin que si ces conditions n'étaient pas accordées, il allait entrer sur le champ dans le royaume avec son armée. Tandis que le duc de Bourgogne s'applaudissait de son habileté, et jouissait avec orgueil de son heureuse situation, il vit tout à coup revenir le sire de Quingey. Il n'avait plus été question du traité. La rage du duc de Bourgogne fut inexprimable. Il avait été joué, et tous ses projets semblaient s'écrouler par leur fondement. La trêve qui avait été successivement continuée ne finissait que le 15 de juin. Il n'attendit pas ce moment, passa sur le champ la Somme et entra dans le royaume, jurant de tout mettre à feu et à sang. Ce fut devant Nesle qu'il se présenta d'abord. La ville était défendue par 500 francs archers du pays même. Ils se défendirent vaillamment, ne voulant d'abord entendre à aucune proposition. Cependant, la garnison n'était nullement en mesure de se défendre et les habitants ne voulaient pas courir le risque d'un assaut. Dès le lendemain, la garnison et Madame de Nesle demandèrent à parlementer avec le bâtard de Bourgogne qui commandait les assiégeants. On accorda la vie sauve aux francs archers et, selon les conditions, ils commençaient à déposer leurs armes. Mais comme tout se passait en grand désordre, d'une part les habitants ouvraient les portes et de l'autre, quelques archers qui ne voulaient point se rendre tuèrent encore 2 bourguignons. Toute capitulation fut alors rompue. Le bâtard de Bourgogne fit mettre en sûreté Madame de Nesle, ainsi que ses serviteurs. Les assiégeants se précipitèrent dans la ville, pour lors commença le plus effroyable carnage. Le duc arriva, et tout n'en devint que plus cruel. Le capitaine fut accroché à une potence, les francs archers eurent le poing coupé, les habitants furent massacrés. On ne faisait grâce ni aux femmes ni aux enfants. Le feu fut mis aux maisons. L'église était remplie de malheureux qui y cherchaient asile contre la fureur des Bourguignons. Elle ne fut pas respectée. On égorgea tous ceux qui s'y étaient réfugiés. Tels sont les fruits de l'arbre de la guerre, disait le duc en sa colère. Lorsqu'il entra à cheval dans l'église et qu'il la vit couverte de cadavres qui gisaient dans un demi-pied de sang, il fit le signe de la croix et ne put s'empêcher de dire « J'ai de bons bouchers avec moi, et voilà une belle vue. » De ce jour, le duc reçut le surnom de Charles le Terrible. Jusque-là, le duc, pressé par son désir de vengeance, avait commencé la guerre et rompu les trêves, sans exposer les motifs, sans envoyer nul défi. Mais il tarda peu à publier un manifeste contre le roi. Il y parlait des serments que le roi avait enfreints, des entreprises illicites qu'il avait formées contre tous les princes du royaume, de l'attaque imprévue par laquelle il avait surpris les villes de la Somme, des fausses promesses faites par ses ambassadeurs et du traité conclu par eux qu'il avait refusé de ratifier.
Ces lettres furent envoyées dans toutes les villes et États du duc de Bourgogne, même à plusieurs bonnes villes de France, mais elles n'émurent personne et ne donnèrent pas un partisan de plus ni à lui ni à la cause des princes. Le temps était passé où les peuples prenaient les querelles des grands seigneurs. On se souvenait d'en avoir cruellement souffert sans en retirer nul avantage. Chacun voyait qu'il ne s'agissait en rien du bien commun. Les libertés et privilèges des villes étaient perdus. On n'assemblait plus les États du royaume, et contre le droit et la coutume, on imposait de nouvelles et excessives taxes, sans qu'elles eussent été consenties. Mais le pouvoir des princes en était devenu beaucoup plus grand. Ainsi, les gens des villes et des campagnes restaient indifférents à cette haine que le duc de Bourgogne tâchait d'allumer contre le roi. Ce n'était pas qu'il fût aimé tant s'en fallait, il était peut-être plus craint des grands, mais encore plus haï du peuple, à cause de l'horrible charge d'impôts qu'il avait établie. Quelle espérance, néanmoins, pouvait-on mettre dans le duc de Bourgogne, qu'on savait plus cruel encore, plus tyrannique, en outre dénué de toute sagesse et raison, et qui arrivait le fer et la flamme à la main pour tout dévaster dans le royaume. Chaque ville n'avait point d'autre pensée que de se féliciter si elle était loin des ravages de la guerre, ou de s'en garantir le mieux possible si elle y était par malheur exposée. Du reste, laissant les princes s'imputer mutuellement les plus infâmes crimes et vivre sans nul souci de leur honneur ou de leur peuple, sans nul respect de Dieu. Le duc avait résolu de porter la guerre en Normandie. Il prit sa route par Beauvais. Son dessein n'était pas d'assiéger la ville. Cependant, l'avant-garde que commandait Philippe de Crèvecoeur se présenta devant le faubourg sur la route qui vient de Saint-Quentin. La ville était sans nulle garnison. Les habitants n'avaient pas grande confiance en leur gouverneur, qui leur était ainsi revenu en fugitif. Mais sachant les cruautés que commettaient partout les Bourguignons, ils résolurent avec un merveilleux courage de se défendre contre une si belle et si nombreuse armée. La ville avait une assez forte enceinte, mais du côté où arrivaient les Bourguignons était un grand faubourg dont l'église et les maisons venaient se joindre à la porte du Limaçon. Ce faubourg était mal défendu par un petit fort. Pour l'heure, les Bourguignons se répandirent dans le faubourg en criant « Ville gagnée !» et pillèrent les maisons. Mais quand ils arrivèrent devant la porte et qu'ils virent le fossé, la muraille et toutes les défenses de la ville, ils s'aperçurent que tout n'était pas fini. Ils s'emparèrent de la loge des portiers, rompirent les portes extérieures, puis vinrent planter leurs bannières sur le revers du fossé, à l'endroit où retombait le pont-levis quand on le baissait. Pendant ce temps-là, les gens de la ville avaient amené des coulevrines. Les arquebusiers s'étaient placés sur la muraille aux environs de la herse et l'on commença à tirer serré sur les Bourguignons. Les femmes, les filles, les enfants apportaient les pierres pour charger les coulevrines et les traits pour les arquebusiers, sans craindre les flèches des archers bourguignons qui pleuvaient en si grande abondance que la muraille en était presque couverte. L'ardeur des bourgeois, loin de s'affaiblir, croissait de moment en moment. Le courage des femmes était surtout merveilleux. Elles montaient sur la muraille pour apporter des traits, de la poudre, des munitions. Elles-mêmes roulaient de grosses pierres et versaient l'eau chaude, la graisse fondue et l'huile bouillante sur les assaillants. Il y eut une fille nommée Jeanne l'aînée, qui, quoique sans armes, saisit la bannière d'un Bourguignon au moment où il alla la planter sur la muraille. L'arrivée du duc, qui, averti de la prise du faubourg, comptait trouver la ville au pouvoir de ses gens, ne rendit pas l'attaque moins vive ni mieux concertée. Avec son impatience et son obstination accoutumée, il voulut absolument forcer la porte, et sous prétexte qu'il lui était imprudent de faire passer à une partie de son armée la petite rivière qui traverse Beauvais, il laissa la route de Paris libre au renfort qui pourrait secourir la ville. Les assiégeants n'avaient pas encore leur grosse artillerie, et les Bourguignons combattaient main à main avec les assiégés. Ils allaient enfin entrer par cette ouverture lorsque les gens qui étaient sur la muraille s'avisèrent de jeter par le machicoulis des fascines enflammées. Elles tombèrent sur la tête des assaillants et les contraignirent à reculer. Le feu prit à la porte et à la herse. Bientôt tout fut enflammé sous le portail. Il eût fallu traverser une fournaise pour entrer dans la ville. Le duc attendait que la porte fût consumée et livra un passage, mais les assiégés prenaient soin d'entretenir le feu avec du bois que les habitants arrachaient dans les maisons voisines et apportaient à la hâte. On combattait ainsi depuis 11 heures, sans que les assaillants eussent perdu espoir, sans que les assiégés fussent abattus par le péril, toujours renaissant. Lorsque tout à coup, à 8 heures du soir, on entendit un grand bruit de gens à cheval arrivant dans la ville. Le peuple les suivait par les rues, criant « Noël !» Ils descendirent du cheval, et sans prendre de logis, laissant aux soins des femmes leurs chevaux et leurs bagages, tout excédés qu'ils étaient par la fatigue, ils montèrent sur la muraille. Par leurs conseils et leurs ordres, on continua à entretenir le feu devant la porte, et l'on fit par derrière un rempart de charpente et de grosses pierres. Lorsque le lendemain au jour, le duc de Bourgogne aperçut entre les créneaux 200 ou 300 hommes d'armes sur la muraille, sa colère fut grande. Il avait manqué une proie qu'il avait cru certaine.
Il fit approcher le reste de son armée, on fit de fortes tranchées pour être à l'abri des traits des assiégés, on se logea avec avantage dans les maisons et les jardins des faubourgs. La grosse artillerie, les munitions, les bagages arrivèrent. Mais pendant ce temps arrivaient aussi des renforts pour les assiégés. Maintenant la ville était toute animée d'allégresse et de gloire. Des tables étaient dressées dans les rues et sur les places, des tonneaux défoncés le long des maisons. Il semblait que rien ne dût être épargné pour fêter les gendarmes qui venaient défendre Beauvais contre la terrible vengeance du duc de Bourgogne. Il avait juré de la saccager, de la brûler, d'y tout mettre à feu et à sang. Ce n'était plus maintenant une surprise ni un assaut, c'était un siège dans toutes les formes qu'il fallait faire. Jamais ville ne fut battue d'une aussi rude artillerie, personne n'osait plus se montrer sur la muraille. On veilla avec soin à éteindre les incendies qu'allumaient les bombardes des assiégeants. Il y en eut de bien terribles, et l'on craignit même qu'il ne s'y fût mêlé quelques secrètes trahisons. Nuit et jour, les femmes, les enfants, les vieillards, les malades étaient à genoux, priant et se lamentant. Pendant ce temps, la garnison et les bourgeois veillaient aux portes, réparaient les brèches et s'efforçaient de chasser par le feu et l'artillerie les assiégeants logés dans les maisons trop voisines du rempart. Ils les firent déguerpir de main poste qu'ils avaient pris et les forcèrent à éloigner leur logement. Quand les Bourguignons eurent battu la ville durant une semaine et qu'une brèche assez large eut été faite à la muraille, le duc résolut de faire donner l'assaut. Il fut le seul de son avis. Pas un de ses capitaines ne trouva l'entreprise raisonnable. La garnison était maintenant si nombreuse qu'elle eût suffi, disaient tous les gens connaissant la guerre, à défendre non pas même une muraille mais la haie d'un champ. Toutefois, la volonté de leur maître était absolue. Il n'écoutait jamais que son idée, et l'assaut fut commandé pour le lendemain. Il donna l'œil lui-même à tous les préparatifs, et comme il faisait apporter de grands tas de fascines pour combler le fossé, « Il n'en est que faire », lui dit son frère, le grand bâtard de Bourgogne. « Les corps de nos gens auront bientôt suffi à le remplir. » Mais rien ne pouvait le détourner de son dessein. Quand il eut tout disposé pour le lendemain, il rentra dans sa tente et se jeta tout habillé, presque tout armé sur son lit de camp, car nul n'était plus dur à lui-même et plus infatigable, toujours le dernier couché, le premier levé de son armée. « Croyez-vous, dit-il aux serviteurs qui l'entouraient, que ceux de dedans s'attendent à être assaillis demain ?»« Oui, répondirent-ils tous d'une voix. Il prit cette réponse en moquerie et répartit. « Vous n'y trouverez personne demain. » Il était devenu si rempli de sa propre volonté qu'il lui semblait qu'en refusant de croire la vérité quand elle était contre son gré, il devait tourner les choses à sa fantaisie. L'assaut commença à 7 heures du matin. Les Bourguignons avaient jeté un pont sur le fossé et détourné une partie des eaux de la petite rivière qui l'emplissait. Ils attaquèrent les deux portes et l'intervalle des murailles qui les séparaient. Ils se montrèrent pleins de hardiesse et d'ardeur. Les assiégés n'avaient pas un moindre courage. Ils tiraient si serré que les assaillants n'avaient pas même le loisir de jeter dans le fossé les fascines qu'ils avaient apportées. Les femmes étaient aussi vaillantes et empressées qu'au premier assaut. Elles apportaient sur la muraille les traits, les pierres, la chaux vive, la graisse fondue, l'huile bouillante, les cendres chaudes et tout ce qui servait à jeter sur les assiégeants. Elles venaient aussi distribuer aux combattants des brocs de vin qu'elles puisaient dans les tonneaux dressés et défoncés au pied du mur. Elles ramassaient les flèches et les arbalètes des Bourguignons pour qu'elles leur fussent renvoyées par les archers. Quelle que fût la vigoureuse résistance des gendarmes et des habitants, les assaillants avaient une telle audace qu'ils parvinrent jusqu'à la muraille et y plantèrent 3 étendards. Ce leur fut un fait d'armes glorieux mais inutile. La brèche était si bien défendue qu'ils furent repoussés et leurs bannières arrachées. Enfin, après 3 heures du plus rude assaut et après avoir eu 1000 ou 1500 hommes tués ou blessés, les Bourguignons s'arrêtèrent. Le duc lui-même, qui tenait en réserve une autre bande pour relever la première et recommencer l'attaque, voyant qu'il n'y avait nul espoir de succès, ordonna la retraite. Ce fut au grand regret des habitants et des assiégés qui perdaient peu de monde et pensaient que plus l'attaque durerait, plus il y aurait de Bourguignons tués. Le roi envoyait de tous côtés des renforts. Paris avait levé 3000 hommes. Rouen, Orléans, toutes les villes des pays voisins avaient fait passer des convois de vivres. On en regorgeait. Les charpentiers des maçons arrivaient de tous côtés, soldés volontairement par les villes qui les envoyaient. Enfin, il n'y avait nul moyen de prendre une ville pour laquelle tout le royaume semblait s'être mis en mouvement, tant la belle conduite des habitants avait excité d'admiration. Après 80 jours de siège par une belle nuit et sans trompette, l'armée de Bourgogne, qui déjà commençait à manquer de vivres, délogea en bel ordre et prit sa route vers la Normandie, brûlant et saccageant tout sur son passage pour se venger de l'affront qu'elle avait reçu. Tandis que le duc avançait sans autre but ni projet bien arrêté que de tout ravager, il mit en cendres tout le riche pays de Caux, fit démolir les villages et châteaux, se présenta inutilement devant Dieppe qui était une des plus fortes villes du royaume, vint aussi aux portes de Rouen et y passa 4 jours sans nul espoir d'y entrer. Il perdait chaque jour quelqu'un de ses meilleurs serviteurs, soit par la contagion, soit par les blessures qu'il avait reçues aux continuelles escarmouches qui coûtaient plus de monde qu'une bataille.
La solde n'était pas payée, chacun commençait à murmurer. Sa rudesse n'était pas bonne pour faire prendre patience, ni pour donner aux gens de guerre courage à supporter les souffrances. Son exemple même ne suffisait pas à les consoler. Bien qu'il lui fût indifférent d'être mal vêtu, mal nourri, sans repos, sans sommeil, il aurait fallu qu'il montrât à ses serviteurs quelque douceur, quelque affection, et qu'il se les attachât par de bonnes paroles. Ce fut précisément alors qu'il en perdit un des plus sages et des plus habiles, le sire Philippe de Comines. Depuis l'aventure de Péronne, il appartenait plus au roi qu'au duc. Peut-être se trouvait-il à ce moment en péril par la découverte de quelque secrète et coupable intelligence. Quoi qu'il en soit, cet homme froid et bien avisé s'était de plus en plus lassé de servir un maître dénué de raison et de réflexion, et il jugea plus conforme à ses intérêts et à son penchant de se donner à un prince qui cherchait les gens de mérite et savait les récompenser non seulement en les payant, mais en leur donnant la satisfaction de se voir connus et bien jugés. En outre, le bruit courut à la cour de Bourgogne que le sire de Comines conservait une extrême rancune d'un trait de brutalité tel que le duc en adressait trop souvent à ses serviteurs. On racontait qu'un jour, après avoir suivi la chasse, le sire de Comines, excédé de fatigue, était rentré le premier dans la chambre de son maître et s'était jeté tout vêtu sur un lit. Quand le duc vint pour se coucher, il trouva que son chambellan, au lieu de l'attendre, s'était endormi. Ce lui sembla un grand manque de respect. « Attends » s'écria-t-il, « je te vais débotter pour que tu sois plus à l'aise. » Et lui tirant sa botte, il la lui avait jetée à la tête. De là était venu le surnom de Tête-Bottée, sous lequel le sire de Comines était connu à la cour.